de la France, de Paris, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent d'un peu partout ici. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui souhaitent immigrer au Canada, qui commencent à se préparer dès le pays. Alors, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui parmi nous et on va passer une heure de riches échanges, de riches partages d'informations, toujours des choses très, très pertinentes pour votre évolution financière. Donc, voilà. Donc, juste me dire, est-ce que vous m'entendez bien? Je vais regarder ici si on est bien en ligne. Vous m'entendez bien? Excellent, excellent. Donc, laissez des cœurs, laissez des j'aime et partagez, partagez, partagez. D'accord? Donc, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom est Christelle Gueneng. Je suis courtière hypothécaire au résidentiel et au commercial. Et dans mon quotidien, au jour le jour, j'aide les personnes à acquérir leur bien immobilier, à obtenir le meilleur produit de financement pour leur projet immobilier. Donc, ça peut être autant pour vos achats, pour des renouvellements d'hypothèques ou des transferts, vous voulez quitter une banque vers une autre, pour des rachats de parts, vous voulez racheter les parts d'un associé ou d'un conjoint. Ça peut être pour des refinancements, vous voulez avoir du nouvel argent grâce à votre maison pour faire un projet, pour partir en voyage, pour pouvoir acheter un autre immeuble à revenu, une autre maison. Ça peut être des financements pour des plex, pour des édifices commerciaux, ça peut être des constructions neuves. C'est vraiment tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir rentrer dans le monde de l'immobilier. Au niveau du financement, je suis là pour ça. Et je ne travaille pas seule, je suis entourée de plusieurs professionnels, que ce soit des courtiers immobiliers, des inspecteurs en bâtiment, comme le cas de nos invités aujourd'hui, des notaires, qui d'autres, il y en a des évaluateurs agréés, on a des avocats, on a toutes sortes de professionnels qui sont là pour vous et ça nous fait un plaisir de pouvoir également vous donner leur contact. Donc, c'est ça qu'on fait ici. Et Bâtisseur d'Impact, on ne parle pas que d'immobilier, mais on parle également de gestion financière. Parce que la base de l'investissement immobilier, c'est vraiment de commencer par avoir une bonne gestion financière. Quand on va voir le banquier, on analyse beaucoup de choses, on analyse vos actifs, vos passifs, on analyse la façon dont vous gérez vos finances. Et croyez-moi, cette gestion-là se reflète souvent dans un aspect ou un autre lors de votre transaction immobilière au niveau financier. Donc, c'est important de bien gérer à la base, non seulement pour pouvoir acquérir un bien, mais aussi pour pouvoir dégager simplement une abondance financière, une prospérité financière, une richesse intergénérationnelle qui se perpétue d'année en année en année. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous ici aimeraient bâtir un beau patrimoine financier. Alors, dites-moi dans le chat, est-ce que vous aimeriez bâtir un beau patrimoine financier? Si c'est le cas, alors on va bientôt commencer. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on se retrouve pour une entrevue avec deux experts que je vais bientôt accueillir parmi nous et on va parler d'un point crucial, crucial, un point clé et non seulement en termes de l'importance de cette étape-là, mais en termes du timing. Il faut vraiment le faire au bon timing de votre transaction immobilière. Et on va parler donc de l'inspection en bâtiment avec deux professionnels euh, que je vais introduire tout de suite, qui sont Steven Sarrazin et Jude Massillon. Je vais vous inviter, nos kings, à pouvoir nous rejoindre ici. Excellent, excellent. Donc, merci, messieurs. Je suis vraiment, vraiment contente de vous accueillir parmi les bâtisseurs d'impact aujourd'hui. Bonjour. Et, allô? Bonjour. Allô, et je vais vous laisser vous introduire de peur d'oublier plusieurs éléments importants de votre parcours, hein. Je ne veux pas rater certaines choses. Donc, je vais vous laisser vous introduire un après l'autre. On va peut-être commencer par Jude et ensuite Steven. Bon ben Alors, bonjour tout dis-nous qui est Jude. bon ben bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Jude Massillon. J'ai plus d'une décennie d'expérience dans le bâtiment. Donc j'ai commencé mon parcours dans le génie civil. Donc j'ai travaillé pour des projets pour le MTQ, les villes, les municipalités, etc. Puis un peu plus tard, j'ai vu que je voulais rediriger mon parcours plus
du côté du bâtiment résidentiel, d'où pourquoi je suis devenu inspecteur. Donc là, depuis 2010, fin 2019, début 2020, je me suis concentré uniquement sur le bâtiment résidentiel. Nice, c'est bon ça. Et si vous vous souvenez bien, d'accord, pour ceux qui ont une bonne mémoire, Jude était l'un de nos conférenciers à la première conférence Bâtisseur d'Impact 2023, celle qui a eu lieu le 3 juin 2023. Et sa présentation était vraiment très intéressante, très inspirante et il a pu justement nouer des liens comme ça d'affaires avec plusieurs personnes qui étaient là. Je sais que tout récemment, il y a une des courtières avec qui je travaille qui t'a par exemple contacté pour une transaction que je finance. Donc voilà, ça Mhm. fait de beaux liens et je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on fait des transactions ensemble et je vois comment tu travailles, je vois le professionnalisme. Donc, très contente de t'accueillir parmi nous. Merci Jude d'être là. Et je passe Merci la à toi. parole, avec plaisir, je passe la parole à Stevens. Stevens, que je connais depuis des années, je pense même avant que je ne commence le courtage Ouais. hypothécaire. Stevens a eu la bienveillance de m'accorder une entrevue avant que je ne devienne courtier hypothécaire, quand je commençais encore à faire mes entrevues ici sur nos réseaux sociaux et tout. Et aujourd'hui, on collabore aussi ensemble et on fait des transactions ensemble. Donc voilà, Stevens, Saradin, je te laisse te présenter. Parfait. Mais tu dis, ça fait pas longtemps, mais tu étais déjà dans le domaine de l'immobilier. T'as oublié? Il Oui, faut le j'étais dans dire. un peu, oui, Un j'investis peu. depuis longtemps, mais C'est bon. ça. Parfait. Donc, je me présente Steven Sarrazin de Steven Sarrazin Inspection. Moi, avant même d'être inspecteur, je mentionne toujours père de famille, époux. Et je fais de l'inspection depuis près de 15 ans environ en ce moment. Donc, tout ce qui est résidentiel, commercial, une équipe aussi avec ingénieur en structure pour tout ce qui demande l'expertise d'un ingénieur. Donc, vous allez savoir plus sur moi dans les prochaines minutes, dans la prochaine heure. Puis, j'en espère que vous allez poser des questions aussi, que ce soit techniques, personnelles, pour qu'on puisse vous répondre. Excellent. Merci beaucoup, Stevens. Et j'aimerais commencer par le commencement, d'accord? C'est quoi Et je vais vraiment vous laisser, allez-y, prenez la parole. Il n'y a pas de... C'est vraiment un échange, une conversation. Donc, allez-y, je ne vais pas toujours désigner quelqu'un, d'accord? Donc, pour ceux qui se demandent, c'est quoi une inspection en bâtiment? À quel moment ça intervient? Je veux dire, en quoi ça consiste même, une inspection en bâtiment? Qu'est-ce que vous pourriez en dire à ceux qui n'ont peut-être pas encore acheté un bien immobilier? Ou même qui ont acheté mais qui ne l'ont pas fait. Parce que j'ai des clients, malheureusement, qui achètent sans passer par cette étape-là. C'est arrivé. Parfait. Ben, si tu me permets de commencer. Pour quelqu'un qui est un premier acheteur, c'est certain qu'on va dire l'inspection du bâtiment, ça va être avant de compléter la transaction. Donc, dans le processus de pré-achat, c'est tout simplement pour contrôler sa gestion des risques, s'assurer que le bâtiment répond à ce qu'il s'attendait. Donc, généralement, lorsque son premier achat est accepté, il y a un certain délai qu'il a octroyé pour faire ses vérifications, ça serait à ce moment-là. Tandis que quelque chose qui est méconnu, c'est que l'inspection du bâtiment devrait être faite par tous les propriétaires. Donc, maintenir le bilan de santé de son bâtiment, s'assurer qu'il n'y a pas de déficiences qui est apparues au cours des dernières années. S'assurer, par exemple, des fois, il y a des éléments qu'on va dire dans une inspection, on va dire pré-achat. Oh, mais on regarde, on voit qu'il y a une fissure dans la fondation, quoi que ce soit. Mais plutôt, on est capable de vérifier est-ce que la fissure a évolué, est-ce qu'il y a d'autres symptômes, est-ce que c'est stable. Donc, faire plusieurs inspections d'un bâtiment, ça peut vraiment aider à connaître le bilan de santé. C'est comme un être humain qu'on va chez le médecin. Plus qu'on va chez le médecin régulièrement, on est capable de voir, mais comment, de quel côté va notre santé. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose également, Steven. Oui, ben, t'as tout dit, c'est vraiment connaître l'État. Puis, je fais des petites blagues des fois avec mes clients. Je leur mentionne, c'est comme je donne un exemple, avant de connaître votre conjoint, votre conjointe, de l'avoir marié, vous avez appris, vous l'avez cotisé, vous avez appris à le ou la connaître. Donc, ça ne veut pas dire que la personne a des défauts, vous n'allez pas de l'avant, mais une inspection, c'est exactement la même chose. Avant le mariage qui équivaut à l'achat, mais au moins vous êtes au courant, vous savez sur quel pied danser. Mhm. Ouais. Effectivement. Et justement, ça me fait penser à une des... Je me posais la question de savoir, est-ce qu'un vendeur devrait faire inspecter son bien immobilier avant même de le mettre en vente? Est-ce une bonne idée ou c'est de l'argent jeté par les fenêtres? Oh, moi, c'est une excellente idée. Beaucoup de courtiers autour de moi, je fais beaucoup de promotions là-dessus. C'est plus facile aussi connaître l'État parce que quand tu vends quelque chose, souvent, tu es propriétaire depuis 10, 15, 20 ans. Donc, pour toi, ta maison, c'est la maison parfaite. Mais arriver à une inspection lors de l'achat, l'autre inspecteur
ta bulle et te dit, voici tel problème. Mais en faisant une inspection pré-vente, au moins tu sais à quoi t'attendre. Ça facilite la transaction pour le courtier immobilier et aussi ça met sur terre le vendeur pour dire, OK, voici telle chose qu'il y a à faire. Puis au moins, quand tu mets la maison en vente, tu sais des petits bobos, s'il y a des choses qui vont être plus majeures que d'autres choses, tu peux investir de l'argent. Souvent, des petites lacunes peuvent te faire perdre beaucoup de milliers de dollars lors d'une transaction immobilière. Donc, pourquoi euh, éviter une inspection pré-vente juste par soit souvent l'orgueil ou bien souvent dire, oh non, ma maison est correcte, je connais ma maison. Mhm. Ouais. Mhm. Oui, Si définitivement. je peux rajouter également, comme Steven l'a dit, des fois, ça va aider à mettre en confiance l'acheteur, mais Mhm. surtout dans les premiers achats, souvent les premiers acheteurs qui vont acheter la propriété, des fois, ils ont une certaine crainte parce que des fois, quand il y a une information qu'on ne trouve pas immédiatement, puis les délais sont courts, ben là, des fois, ils vont laisser tomber la propriété, tandis que des fois, en faisant l'inspection pré-vente, on met déjà en tête au vendeur, hey, écoute, on a trouvé cet élément-là. C'est sûr que nos inspecteurs vont passer, vont te poser les mêmes questions, puis des fois, ça lui donne plus de temps de regarder dans ses anciens courriers, voir, ah, effectivement, j'ai ce tel document qui justifie pourquoi le bâtiment est dans tel état ou telle chose. Parce que c'est sûr que lorsqu'on leur relève une question, si on n'a pas de réponse à notre question, ben ça reste quelque chose qui trotte dans la tête de l'acheteur, qui des fois, ça peut le faire en sorte que ben, il passe à un autre projet. Exact. Mhm. Donc, définitivement, c'est très pertinent. Mhm. Oh, wow. OK, OK, intéressant, intéressant. C'est ça parce que justement, on fait souvent l'inspection enfin, l'acheteur va faire une inspection, mais on oublie que ben, le vendeur aussi peut le faire justement pour anticiper les défauts et peut-être améliorer des choses qui pourraient servir de, comment dire, d'éléments pour l'acheteur pour négocier, pour faire baisser son prix. Vous savez, beaucoup de gens utilisent l'inspection en bâtiment là pour faire baisser le prix, négocier des affaires. Alors, si on a tout prévu ça en amont, on a peut-être même déclaré des choses dans la déclaration du vendeur, ça peut aider à pallier à ça. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi la déclaration du vendeur, peut-être est-ce que vous pourriez expliquer? C'est quelque chose que vous demandez même d'ailleurs hein, avant de Ouais. faire une inspection. C'est quoi la déclaration du vendeur? Mais dans le fond, la déclaration du vendeur, c'est le document que le vendeur donne l'état de son bâtiment. Donc, il va dire, à ma connaissance, voilà les choses que j'observe, voilà les choses que je sais qui s'est passé pendant ma possession ou la possession de l'ancien propriétaire avant moi. Donc, c'est vraiment pour donner un résumé de sommaire de l'état du bâtiment. Des fois, j'aime ça expliquer à mes clients que dans le fond, la déclaration du vendeur, c'est un peu comme le Carfax de votre maison. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y en est. Puis maintenant, des fois, même dans la déclaration du vendeur, il va vous demander est-ce que vous avez les documents à l'appui? Donc, ça Mhm. aide aussi à vérifier, ben justement, est-ce qu'il y a des documents qui vont expliquer, euh, admettons, une inspection qui a déjà eu lieu, des sinistres qui a déjà eu lieu, est-ce qu'il y a des... Donc, tout ça, c'est vraiment euh, le sommaire du bâtiment qui est très pertinent. Exact. Puis le mot le dit, hein, déclaration du vendeur, ce que le vendeur déclare. Puis Mhm. c'est souvent aussi pour protéger, je pense que tout le monde se protège avec la déclaration du vendeur. L'inspecteur se protège, le vendeur se protège et surtout l'acheteur. L'acheteur, souvent les clients vont nous dire, ah, est-ce que tu es là pour les vis cachés? Puis moi, je vais souvent avec les mots, non, mais c'est vrai, c'est clair, vis caché. C'est caché. Si tu ne le vois pas, je ne le vois pas. Par contre, avec l'expérience qu'on a, on peut déceler certaines choses. Et la plus grosse partie, c'est comme tu l'as mentionné, Christelle, c'est vraiment la déclaration du vendeur. Puis ça nous arrive surtout les 5 dernières années. Tu regardes la déclaration du vendeur, c'est toujours je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. La personne habite dans la Mhm. maison depuis 15 20 ans, je ne sais pas. Quelqu'un qui habite depuis 1 an, il y a certaines choses, tu peux dire OK. Mais je ne sais pas, ça fait 10 15 ans que tu es dans la maison, à un moment donné, c'est louche. Oui, oui. Mhm. Tu vois? Mhm. Donc, moi, je dis que c'est très important, puis ça nous arrive. Moi, je ne sais pas pour toi, Jude, mais moi, je te dirais, au moins, il y a 40% du temps, la déclaration du vendeur est souvent mal remplie. L'exemple le plus parfait, l'année du réservoir d'eau. Tu arrives sur le réservoir, c'est écrit l'année. Dans la déclaration, c'est marqué je ne sais pas. Mais ça, tu n'as pas à Oh. fouiller. Tu as juste à ouvrir Mhm. ton armoire, tu regardes, c'est écrit. Fait que tu vois déjà Mhm. que la personne n'a pas pris le temps de répondre à la déclaration du vendeur. Moi, dès que je vois ça, tout de suite, je prends quand même le temps, la peine de le lire, mais dans ma tête, tout ce qui est écrit, c'est pas véridique. Mhm. Mhm. Malheureusement, Non, c'est effectivement. tout le monde est coupable. Moi, c'est toujours tu es coupable jusqu'à preuve du contraire, au lieu d'être innocent Ouais. jusqu'à preuve du contraire. Ça En peut- l'inspection, ma personnalité est comme ça, mais déjà dans l'inspection, c'est pire parce que la personne veut vendre. Puis si déjà le réservoir d'eau, tu n'as pas pris la peine d'aller regarder, tu écris, je ne sais pas, Mhm. imagine le reste. Mm. Eh boy. Ouais. Eh boy, eh boy, eh boy. Bon, revenons un peu à la base. Oui, D'accord, on est ouais. tout de suite rentré dans des trucs C'est dans les pratico-pratiques. trucs. Je veux juste comprendre,
Bon, non, attendez, on a parlé de vis caché. Hein? Moi, je pose des questions comme quelqu'un qui connaît pas vraiment c'est quoi hein, l'immobilier, et jamais acheté, c'est quoi un vis caché? Tu y vas ou j'y vais? Oh, tu peux y aller. Allez, OK, parfait. Un vice caché, je pourrais, c'est sûr, euh, je donne un exemple juste par rapport au client. Le client a déjà vécu, je donne un exemple, un dégât d'eau. Pour X raison, que ce soit il a réparé ou qu'il n'est pas réparé ou pas, lors de la déclaration du vendeur, est-ce qu'il y a déjà une infiltration d'eau? Le client marque non. Lors de l'inspection, on fait l'inspection, c'est sûr que ce qu'il y a dans les murs, le client ne peut pas, à l'inspection ne peut pas le voir. deux, 3 mois par la suite, le client achète, le client commence à faire des rénovations pour X raisons, il ouvre le mur. En ouvrant le mur, il voit que tout est moisi, des signes d'infiltration d'eau. Ça, c'est un vice caché Hmm. parce que le client était au courant. Puis ça arrive même souvent, moi je te donne un exemple, j'ai mon ancien partenaire qui a déjà eu des problèmes chez lui, un problème de, je pense, de drainage qu'il y a eu. Le client n'était pas au courant, le vendeur n'était pas au courant. Je pense que la personne à la construction qui était au courant. À la cour, ils ont remonté jusqu'à la personne qui a construit la maison et ça a été reconnu comme un vice caché. Donc, tant qu'il y a quelqu'un qui est au courant d'une malfaçon ou d'une anomalie, puis qui Mhm. n'a pas été informé que c'est souvent ça a une échelle domino aussi. Ça, c'est Mhm. considéré comme un vice caché. Puis souvent, ça peut aller jusqu'à la cour par rapport à ça. Mhm. Puis Mhm. dites-vous que l'inspecteur n'est pas, malheureusement, n'est pas là. L'inspecteur a des connaissances, surtout l'expérience pour déceler des indices qui peuvent t'amener à un vice caché. Mais par contre, c'est sûr, on n'a pas des yeux bioniques, on ne peut pas aller voir en arrière des murs. Mhm. Définitivement. Donc, j'aimerais rajouter, parce que j'ai beaucoup d'expertise justement au niveau légal, Euh, comme monsieur a expliqué, si on fait une inspection, puis on décèle des indices, par exemple, je vais reprendre l'exemple du mur OK, qui a les anneaux. C'est sûr que si le mur est refait au complet, nous, on fait juste voir un mur de gypse qui est peinturé. Mhm. Mais si, admettons, on voit un mur on va prendre un exemple de cela, on est au sous-sol, on voit le mur de gypse, on voit qu'il y a une cerne d'eau. Pendant notre inspection, la cerne d'eau, elle est sèche, mais on va quand même le mentionner. Faites vos vérifications, vous assurez que cette cerne d'eau ne vient pas d'une défaillance de système de drainage ou d'infiltration d'eau, quoi que ce soit. Si l'exemple, le client ne fait pas la vérification, mais s'appuie sur le fait que, OK, moi, quand j'ai fait l'inspection, c'était sèche, maintenant c'est mouillé, là, on quitte le vice caché parce que là, on est rendu à un vice apparent. Mhm. Lorsque le vendeur a une information et qu'il ne le donne pas non plus au client, Mhm. on est à un vice caché, mais en même temps, on va même plus loin, on va jusqu'à un dol que dans le fond, de mauvaise foi. Il va Mhm. soit cacher l'information par le mensonge, par le silence ou en donnant une demi-vérité. Donc Mhm. ça, c'est des vraies choses vraiment très importantes que, comme Steven l'a dit, ça va loin dans la cour. Je ne vais pas trop rendre ça trop compliqué, Mhm. mais le vendeur est protégé. Dans le fond, le rapport, ça va donner la photo Mhm. prise lors de l'inspection, mais en même temps, on va également noter toutes les choses qui ont été déclarées, tous les indices. Donc, le moindre qu'il y a un changement, c'est facile de prouver que est-ce que c'était avant ou après l'inspection. Mhm. Mhm. Donc, c'est OK. vraiment c'est pour ça que j'en tourne beaucoup par rapport au rapport. C'est vraiment très important. Le rapport. Mais ces Ouais. rapports-là sont tellement longs. Et Seigneur, on va en arriver là. Moi, je sais pas si pour un seul immeuble que j'ai acheté à date, j'ai lu le rapport au complet. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que oui. Mais je sais que je l'ai appris à la dure parce que, petit partage, notre deuxième immeuble à revenu qu'on a acheté, on l'achète et on l'a acheté en octobre et je pense que c'était vers novembre, décembre. Boum, panne d'électricité. Il y a plus d'électricité dans tout l'immeuble. On Mhm. arrive, on cherche, on cherche, on cherche. Oui, je pense que c'était en décembre. Et il y avait déjà de la neige. On cherche en pleine nuit, plus d'électricité. Les gens ont besoin de se chauffer. On appelle des électriciens en urgence. Vous imaginez le prix là, en urgence, électricien. Ils viennent, ils montent sur le toit, ils ne trouvent pas. Le lendemain, il a fallu qu'on appelle une autre compagnie pour qu'ils trouvent c'était quoi le problème. Et il a fallu qu'on change tout le panneau électrique central Wow, en OK. plein hiver. Et les locataires, heureusement, il y en a qui ont pu se reloger, mais il y en a qui ont été très, très compréhensifs. Mais ils auraient pu nous dire de leur payer l'hôtel là pendant quelques jours, le temps qu'on règle le problème, parce qu'un panneau électrique en même temps, ça ne se change pas comme ça Mais d'un qu'est-ce qui claquement est des arrivé? doigts. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi il a dû changer le panneau au complet? Où apparemment, il y avait déjà eu un problème dans le passé, OK. justement, qu'on parle de vis caché. Et les vendeurs avaient même déjà fait appel à un électricien.
OK. Et l'élection qui était passée, c'était au voisin. Et c'est lui qui nous a dit que, vous savez, c'était déjà arrivé dans le passé. J'avais dit aux vendeurs de changer et ils ne l'ont pas fait et X, Y, Z. Yeah. Et donc, il a fallu qu'on fasse ça. On a payé une bonne facture, là. Vous savez, panneau électrique central d'un immeuble de 6 logements, ça coûte cher. Puis, Donc, c'est drôle que tu parles de voisins. Souvent, après l'inspection, je mentionne ça au client. Lorsque j'ai terminé de faire un résumé, je mentionne toujours au client, allez prendre une marche, parler aux voisins. Les maintenant, voisins, je le fais. souvent, les voisins sont au courant de ce qui se passe. Parce que même moi, s'il y a quelque chose qui se passe chez moi, je regarde. Mhm. C'est l'humain. On est curieux, voir qu'est-ce que l'autre fait. Est-ce que c'est quelque chose de mal? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Avant d'acheter, promenez-vous dans le quartier, posez des questions. Les voisins vont tout étaler. Ah, ils ont toujours une histoire. Ils savent Oui. qui a l'habitude de... Ils connaissent les habitudes des locataires. Ils savent Mhm. si lui, il déneige bien ou pas. C'est une mine d'informations. Oui, beaucoup. Donc, c'est ça. Grosso modo, c'est intéressant. C'est vraiment important de savoir, de se protéger un peu en étant un peu plus curieux, quoi. Mhm. Donc, j'avais une question qui était de savoir, en fait, quels sont les principaux éléments qu'un inspecteur en bâtiment va examiner lors d'une inspection de bâtiment résidentiel. Bon, Donc, allez, je vais te laisser débuter. On va pas se vas-y. battre. La Donc, prochaine fois, je vais désigner. dans le fond, quand on fait l'inspection de bâtiment, on va commencer par l'extérieur. Excuse-moi, j'ai été trop vite. Avant même de se rendre sur les lieux, on va demander les documents concernant la propriété, donc les expertises qui a eu lieu, déclaration du vendeur, justement, comme on l'a mentionné, euh, rénovation, les plans, n'importe quoi qui nous donne une idée du bâtiment. Comme je le dis à mes clients, il faut qu'avant de me rendre sur les lieux, je dois connaître le bâtiment autant que vous au minimum. Mhm. Ensuite, quand on arrive sur les lieux, bien sûr, je vais regarder l'aménagement extérieur, l'enveloppe du bâtiment, donc la toiture, revêtement extérieur, fenestration et porte, la fondation. Quand à l'intérieur, on va regarder les systèmes, donc ça veut dire finition intérieure, plomberie, électricité, chauffage, la structure. Puis ensuite, on regarde également dans l'entretoit, vérifier l'isolation ainsi que la structure. Mm. Donc, c'est vraiment une vraiment inspection complète. Là, je donne une maison comme exemple. Pour un condo, le condo, qu'est-ce qu'on va regarder? Généralement, on va regarder la partie privative, donc on va regarder l'intérieur de la partie privative. Mais moi, j'aime inclure les éléments des parties communes qui ont une incidence directement sur la partie privative. Donc, ça veut dire, je Comme regarde quoi? le balcon, le mur extérieur auto, la fenestration, puis dépendamment la grosseur du condo, quand c'est des condos qui sont quand même très petits, par exemple, un condo qui fait partie d'un triplex, Mhm. Mhm. je regarde un petit peu plus la fondation, la toiture, juste pour m'assurer qu'on ne risque pas d'avoir des surprises. Tandis qu'un triplex, généralement, moi, je fais beaucoup du résidentiel, donc moi, je me limite jusqu'à 6. Ça m'arrive des fois d'aller jusqu'à 8, 10 quand c'est 100% occupation résidentielle. Puis, je vais regarder chacun des logements, donc les systèmes que j'ai mentionnés, ainsi que l'enveloppe. Oh, nice. OK. Beaucoup de choses à regarder, hein. Oui. Est-ce qu'il y a une différence des choses qu'on regarde en plus au niveau commercial? Moi, je dirais non. C'est sûr que le côté commercial, c'est plus côté réglementation. Comme je l'ai Mhm. mentionné, l'avantage que j'ai, moi, de mon côté, le fait qu'on travaille, que j'ai un ingénieur en structure, donc tout dépend de la superficie, le nombre d'étages. Là, ça demande un ingénieur en structure pour tout ce qui est par rapport à l'assurance, les droits qu'ils ont droit à faire. Puis c'est sûr que quelqu'un qui achète, je donne un exemple, il y a quelques jours, on avait une bâtisse, inspection de façade à faire. Ça, la régie du logement, du bâtiment, excuse-moi, demande que ça soit fait par un ingénieur, qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou un architecte. Puis, ça, c'est un gros avantage qu'on a. C'est un autre type d'investissement, d'inspection. Puis, par expérience, c'est moins émotif que du résidentiel. Tu comprends, Mhm. le résidentiel, dites-vous que c'est monsieur, madame, tout le monde qui achète son premier ou deuxième bâtisse, tandis que le commercial, dis-toi, la personne qui achète, c'est les chiffres. Est-ce que Mhm. c'est rentable ou pas? Par contre, je ne dis pas que c'est mieux, c'est différent, c'est un autre stress. Parce que Mhm. s'il y a une erreur, dis-toi que la personne qui achète du commercial a les moyens de te poursuivre, Ah, tu vois? elles ont Tandis que les connaissances pour on le les connaît. faire et elles sont habituées, elles sont Exactement. à l'aise à le faire. Exactement. La même façon qu'ils leur fichier Excel pour la rentabilité de leur bâtisse, mais leur calculatrice est là aussi pour dès qu'il y a un problème, c'est l'avocat qui appelle. Oh my God. Donc, c'est un stress différent. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste dépendamment c'est où ce que tu veux, où ce que ta niche est rendue. Où ce qu'on est Mhm. rendu. Et justement, pour des propriétés, on en parlait même justement, pour
pour des immeubles qui Mhm. ont, où il y a des locataires. Je sais que ça Ouais. peut être un challenge hein, Ouh. d'inspecter avec d'inspecter un bâtiment rempli de locataires. Oui, ça Déjà, c'est pour la visite, c'est un challenge. Alors, imagine l'inspection où tu vas vraiment aller rentrer dans l'intimité des gens. oui, c'est pas juste l'intimité parce que dis-toi que le locataire déjà il se sent menacé. Il change de Mhm. propriétaire. Est-ce qu'on va le mettre dehors? Est-ce que, je te donne un exemple, si c'est un duplex ou triplex, est-ce que ça va être un propriétaire occupant? Déjà, le prix des logements, la personne, si c'est un locataire qui est là depuis plus de 15 ans, il paye, exemple, un 5,5 à 800 $ sur l'île de Montréal, là, c'est la panique. Non, mais c'est des faits vécus, c'est la panique totale. Tu arrives, l'inspection, exemple, un lundi matin à 10 heures, mais tout le monde s'attend que l'inspection va être à 10 heures dans chaque logement. Mm. Fait que là, tu commences l'extérieur. Là, il est rendu 11 h, 11 h 15. Tu arrives pour faire l'inspection. Le locataire ne veut pas répondre. Ben non, on m'a dit à 10 heures. Mais c'est Mm. des situations comme ça Oh, wow. qu'on vit. Moi, je le dis souvent, dès que tu es rendu des fois dans les 5 plex et plus, il y a quand même un locataire par expérience qui va commencer, excusez-moi du langage, qui va vous faire chier. Comprends? Mais l'acheteur est habitué à ça aussi, si ce n'est pas son premier. Puis nous autres, les inspecteurs, on est habitués à ça aussi. Fait qu'à un moment Mhm. donné, tu deviens un genre de psychologue, tu parles avec avec les locataires. C'est sûr, en même temps, tu dois faire attention pour ta sécurité parce qu'il y a des locataires aussi, dépendamment des quartiers qui sont un petit peu violents, problèmes de santé mentale. Donc, il faut prendre tout ça en considération. Oh boy, et Oui. boy, boy, boy. Mhm. Mais ça fait que il se pourrait que tous les logements ne soient pas visités, inspectés. Ça Ça arrive. Oui. arrive, ok. Ça arrive. Et Mhm. est-ce que c'est possible, j'ai dit ça comme ça, hein, est-ce que c'est Mhm. possible d'inspecter en deux temps? C'est-à-dire une fois tout n'est pas ou du moins vous n'avez vraiment pas vous n'êtes pas arrivé à inspecter le minimum de logements que vous vouliez. Mhm. Alors on dit bon peut-être on a regardé les 5 premiers aujourd'hui, demain on peut regarder les trois autres ou quelque chose comme ça. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. C'est sûr que je charge les frais de déplacement parce que Mhm. lorsqu'on planifie une inspection, c'est le devoir des courtiers, propriétaires, tout le monde de s'assurer qu'on ait accès à tout. Si pour X raison, on n'a pas accès, moi, ça ne me dérange pas de me déplacer. Tout dépend aussi c'est où, mais je charge quand même le déplacement. Mhm. Et c'est OK. important aussi de Effectivement, mentionner dans le rapport d'inspection, tel logement ou telle pièce n'a pas été inspectée lors de telle date. Parce que pour X raison, il peut y avoir certaines choses. Tu arrives à inspecter 2 semaines après, mais il y a des anomalies qui avaient ou qui n'avaient pas ou vice-versa. C'est pour ça, à l'inspection, lors de rapport, à telle date, il y a telle pièce ou tel appartement n'a pas été visité, n'a pas été inspecté. Mhm. donc, OK. définitivement, comme Steven le dit, puis en même temps, pour être de bonne foi, Mhm. s'il y a des logements que je n'ai pas pu inspecter, je le mentionne à mon client, je dis, écoute, je n'ai pas pu inspecter celui-là, on en est rendu où dans tes délais? Par exemple, moi, chez l'inspection, on demande un délai maximum de 70 heures pour produire le rapport. Mais si, exemple, on a un délai de 10 jours, puis on a fait l'inspection le deuxième jour du délai, j'écoute. Je suis prêt à attendre un petit peu pour voir ce qu'on est capable de rentrer l'inspection sans nécessairement t'envoyer le rapport à moitié. Oui, il y a des frais de déplacement, mais en même temps, c'est vraiment la question que je veux m'assurer que quelqu'un a le plus d'informations possible. Donc, moi-même également, c'est sûr qu'on va se mettre disponible pour répondre aux clients puis visiter le bâtiment en l'ensemble. Mhm. OK. Mhm. Excellent. Oh, Et excusez, vas-y, non, Steven. tu arrives dans des logements aussi, il y a des chiens. Ah, ouais, je vois de toutes sortes. Et puis quand je te parle de chiens, c'est pas des petits caniches, des chiens que tu veux pas entrer. Ça aussi, tu fais la mention. Puis pour ta sécurité aussi, tu ne rentres pas. C'est sûr, personnellement, il y a des choses que j'ai fait qui étaient dangereuses pour ma santé. Il fallait absolument aller dans l'entretoit. Donc, on faisait le locataire n'était pas là. On faisait une diversion pour amener le chien à une autre pièce et pour qu'on puisse rentrer dans la pièce où est-ce qu'il y a l'entretoit, ferme la porte et on fait. Ah oui, 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 toutes sortes de choses. Et Puis quand boy. plus tu t'éloignes de Montréal, plus tu vois des choses. OK, intéressant. Et Ouais. aussi, je voulais vous dire, s'il vous plaît, à ceux qui nous regardent, posez vos questions. Je vais les voir. Posez vos questions si vous en avez. C'est vraiment le bon moment pour en profiter. Et combien de temps est-ce que ça dure une inspection? Je sais que ça peut varier là, condo versus maison versus plex versus un gros commerce. Euh, il faut prévoir combien de temps à peu près en termes de durée? Généralement, un condo, moi j'ai entre 1 heure et demie, ça devrait être complet. Une maison, une maison à un triplex, généralement, je vais dire 2 heures de temps et demie en moyenne. Ça peut, dans le pire des cas, aller jusqu'à 4 heures de temps.
Six logements, dépendamment de l'état du six logements, ça peut être 2 hectares et demi à 3 hectares, 3 hectares et demi. Puis après ça, sinon, ce que je dis à mes clients quand on est dans une situation multi-logement, les logements qui n'ont pas des éléments cruciaux pour le bâtiment, donc c'est pas là que j'ai accès pour l'entretoit ou la mécanique du bâtiment. Les logements, ça prend à peu près 20 30 minutes l'unité. Puis Mhm, lorsqu'on arrive dans les milieux où il y a plus d'éléments importants pour le bâtiment, c'est là que ça peut être plus longtemps. Par exemple, on va prendre une maison. Je dis à mes clients, l'enveloppe, ça peut prendre 30 à 45 minutes le faire, tandis que le sous-sol, ça peut me prendre 1 heure de temps parce que j'ai accès à la fondation. Souvent, c'est là que le panneau électrique il est, le chauffe-eau, la fournaise, si c'est un système central. Donc, souvent, c'est là que ça prend le plus de temps. Après ça, les autres unités, c'est quand même très rapide. mhm. OK. Merci, merci. J'ai une question ici on me demande, c'est quoi, pour les fondations, vous savez, parfois on dit, on a toujours peur de la fondation, là. Comment faire? Comment vous voyez qu'une fondation est endommagée? Est-ce qu'il y a des Parfait. signes que vous pouvez voir? Tu veux commencer? Oui, oui. Bon, OK. visuellement, déjà, quand s'il y a des fissures, tu les vois à l'œil nu. Lors de l'inspection, des fois, la structure du plancher, puis des choses, des fois, qui sont minimes. Lors de l'inspection, on a toujours une habitude, on ouvre, on ferme les portes pour s'assurer que les planchers, que la structure est en bon état. Souvent, c'est visuel. Puis, vous n'allez pas me croire, des fois, tu arrives même devant une maison, tu es en face de la maison, tu vois déjà des problèmes. Tu Hmm. vois la maison est croche. Au-dessus du garage, tu vois déjà que les briques, les linteaux sont en mauvais état. Déjà, ça te guide déjà vers quel type d'inspection tu vas aller. Mais la plupart du temps, tu le vois visuellement. Puis, dépendamment, tu sais, comme Jude l'avait mentionné, avant l'inspection même, tu demandes certains travaux qui ont été faits. Dépendamment de certains secteurs, tu sais quel type de sol que tu peux avoir. Il y a des secteurs, ça va être la pyrite. Il y a des l'Est de Montréal, il y a beaucoup de maisons dans le coin de Pierre de Coubertin, beaucoup de piétages qui ont été faits. Donc, plus avec l'expérience, c'est sûr que quelqu'un te dit j'achète une telle place, automatiquement tu dis OK, est-ce que tu as le test de périte? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as une ferreux? Déjà avec l'expérience, c'est pour ça que c'est important quand tu choisis un inspecteur de prendre quelqu'un d'expérience qui connaît le secteur, qui, avant même d'avoir vu la bâtisse, déjà qui sait quel type de problème que tu peux avoir dépendamment le secteur. Mais Hmm. côté fondation, visuellement, c'est lors de l'inspection, tu le vois. À l'extérieur, l'intérieur, s'il y a des vides sanitaires, il y a beaucoup de choses qu'on utilise, même pas obligé d'utiliser des matériaux, des appareils de technologie. À l'œil nu, tu le vois. Mhm. OK. Parce que je pose la question parce que la fondation aussi, c'est quelque chose qui peut coûter de l'argent, beaucoup d'argent, Oui, oui. quand il y a des problèmes de fondation. Tu sais, Et excuse-moi, je vais te couper. Il y a un autre exemple, j'ai oublié. Tu arrives à l'inspection, la déclaration du vendeur, je ne sais pas, ou bien tout est beau. Tu arrives à l'inspection dans tel secteur, il y a du gazon partout, sauf à un certain endroit, il n'y a plus de gazon, c'est des roches qu'il y a. Est-ce qu'il y a eu un piétage? Oh oui, mais dans la déclaration, il n'y a rien de marqué. Fait que déjà, tu Mhm. arrives, la fondation est belle, mais tu vois, il y a des signes qu'il y a déjà eu des travaux auparavant. hmm, OK, Mhm. OK. Tu vois? Quand Mhm. le vendeur te suit 24 heures, le vendeur te suit plus que ton acheteur. Ça aussi, c'est des indices. Les indices, il est curieux de savoir qu'est-ce que tu vas découvrir. Exactement, oui, oui. Il rentre dans ta bulle. Il rentre non, mais il rentre dans ta bulle plus que ton client. Fait que moi, tu es obligé de dire, regarde, toi, tu connais ta maison. C'est le client qui doit me suivre, pas toi. Mais tu sais déjà que c'est Mhm. louche. Oui, oui, La oui. question, ah, ben, j'ai oublié de le mettre dans la DV. J'ai oublié de le mettre dans la DV. Mais à un moment donné, hein, ouais. Oui, oui, je comprends, je comprends. Et j'entends souvent parler de drain français. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un drain français dans une propriété? Ça va dépendre du type de fondation qu'on a, mais c'est toujours important d'avoir un très bon système de drainage autour du bâtiment. Souvent, l'élément clé du système de drainage de votre bâtiment, c'est le drain français, effectivement. Mhm. Hmm, OK, OK. Et on a parlé de la fondation, mais ce que je dis souvent aux gens, c'est que les choses qui coûtent vraiment cher dans une propriété, la fondation, toiture et tout ce qui est autour, porte et fenêtres. Porte et fenêtres. Et la toiture, c'est un élément qui est un peu irritant, dont j'ai souvent entendu parler par les clients. Pourquoi? Parce que les inspecteurs ne montent pas tous sur la toiture ou ils n'inspectent pas tous la toiture et tout. Comment vous faites et c'est quoi les meilleures pratiques, on va dire, pour s'assurer, pour vérifier l'état général de la toiture? Bon, Parfait. Euh, bon, ben vas-y. OK. Premièrement, c'est ça, pour l'inspection, c'est la sécurité avant tout.
souvent, il y a des personnes qui vont dire l'inspecteur n'est pas monté, mais est-ce que l'accessibilité était là? Est-ce que c'est l'hiver? Souvent, sans être impoli, il y a des clients en hiver, ils me posent une question, est-ce que tu inspectes la toiture? Là, je explique qu'en hiver, c'est impossible, mais ils me demandent, mais pourquoi? Puis des fois, je réponds, regarde en face de chez toi, il y a de la neige. Est-ce que tu vois quelqu'un sur le toit? Fait Mhm. qu'en hiver, déjà, on est au Québec, malheureusement, il y a 4 saisons, il y a des choses qu'on ne peut pas inspecter. Par contre, on peut avoir des indices quand tu es dans l'entretoit. Puis, par rapport, je donne un exemple, si des fois la toiture est trop haute, c'est sûr, maintenant, avec la technologie des drones, on peut vérifier l'état du drone, mais c'est sûr, le drone ne remplace pas l'inspecteur qui va sur le toit physiquement toucher, voir tous les petits recoins. Mais comme je me mentionne, c'est la sécurité avant tout. C'est sûr que je donne un bungalow. Si tu me dis, OK, l'inspecteur n'est pas monté, on est en été, en plein mois de juin, là, il y a un problème. Puis l'inspecteur aussi, c'est son devoir. Pour X raisons, dans le rapport, ça doit être mentionné que le toit n'a pas été inspecté. Ça, c'est toujours la même chose. Comme ça, c'est le client qui sait que s'il va de l'avant, c'est en connaissance de cause que le toit n'a pas été inspecté. Ce n'est pas après, la transaction a été faite. Ah, ben là, je ne connais pas l'état du toit. Ça a été mentionné, puis je pense verbalement, l'inspecteur l'a dit. Fait que Ouais. chaque personne a son devoir à faire. L'inspecteur, son devoir à faire, s'il y a une limitation lors de l'inspection, c'est son devoir de le dire verbalement et aussi par écrit. Moi, je dis toujours les deux parce que 80% des clients ne lisent pas les rapports. Au moins, tu sais que moi, je sais que je l'ai dit. Ton courtier est au courant, ton conjoint, ta conjointe, les investisseurs, tout le monde est au courant. Et le client, c'est son devoir, lui, de poser des questions, de voir pourquoi ça n'a pas été fait. Si l'inspecteur te dit, je vais pas sur le toit, mais pourquoi tu vas pas sur le toit? Si c'est juste qu'il y a le Mhm. vertige, quelque chose du genre, ben, mon ami, change d'inspecteur de bâtiment. Tu vois? Mais au moins il doit être au courant. Mais c'est la Comme sécurité. Stevens l'a dit, c'est la sécurité avant tout. Donc, effectivement, est-ce qu'on peut s'y rendre? Parce que théoriquement, dans la CNSST, dès qu'on dépasse une hauteur de 10 pieds, on devrait déjà avoir des systèmes d'échafaudage, d'avoir des ancrages, tous ces éléments-là. On n'a pas ces équipements-là. Et avoir ces équipements-là, ça va coûter encore plus cher l'inspection. Donc, c'est sûr qu'on y va avec qu'est-ce qui est mieux parce que, comme je dis à mes clients, vous voulez que j'inspecte tout le bâtiment, mais vous voulez aussi que j'inspecte le plus possible du bâtiment. Donc, aller sur le toit puis tomber, ça va finir plus rapidement l'inspection, puis d'une manière qu'on veut pas. Ouais. C'est sûr que, dépendamment de la situation du toit, parce qu'il y a plusieurs éléments qui font qu'on peut pas monter sur le toit, ça peut être la hauteur, comme tu viens de le dire, la saison, mais ça peut aussi être la pente. Donc, c'est sûr qu'il y a des étapes, mais exemple, même si on peut pas marcher sur la toiture, mais poser son échelle sur les côtés, est-ce qu'on est capable de poser l'échelle sur les côtés sécuritairement? Oui, si c'est possible, l'inspecteur doit le faire. À une hauteur raisonnable, on s'entend. Euh, la pente, est-ce que la saison, tout ça, ça doit être noté, puis le client doit être au courant. Souvent, que je dis à mes clients, ok, des fois, ils vont penser qu'une saison pose problème, donc c'est pas la bonne saison pour inspecter, parce que je sais pas si c'est une délication, mais je vais le devancer. Des fois, le monde va dire, est-ce que je devrais acheter en hiver, oui ou non? Oui, il y a des limitations en hiver, mais l'hiver expose d'autres éléments dans le bâtiment. Donc, il n'y a pas vraiment une saison parfaite. S'il y aurait une intempérie parfaite, je pourrais dire c'est une journée de pluie. Il y a du monde qui ne veut pas inspecter en journée de pluie. Au contraire, si on sait que c'est la pluie telle journée, c'est mieux. Comme ça, on confirme. Comme aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est une journée parfaite pour inspecter. Ouais. Donc, Mais c'est aujourd'hui, parfait. est-ce que vous monteriez sur le toit ou pas? Non, moi, je ne Non, hein, monterai c'est pas sur ça. le toit à cause Il ça risque pleut. d'être glissant. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, OK. Comme Jules l'a dit, il n'y a pas de meilleure saison pour respecter. En hiver, il y a des choses que tu ne vas pas voir, que tu vas en été, et vice-versa. Mhm. Donc, Ben par oui. contre, en hiver, ça m'arrive. Je te dirais, c'est minime les clients qui me demandent ça. Si la toiture n'a pas pu être inspectée, c'est sûr, au printemps, même s'ils ont déjà signé chez le notaire, je retourne sur la demande du client pour vérifier la toiture. Puis eux autres, c'est pas par rapport à la transaction, c'est pour connaître l'état de la Mhm. toiture. Exactement. Mhm. Mais ça, c'est à des frais de déplacement que je charge. Mais comme je vous dis, je te dirais, c'est un client sur 10 ou 2 sur 10 maximum qui m'appelle au printemps pour venir vérifier la toiture. Mhm. Oh, Ouais. c'est une bonne pratique aussi. Ouais. Et quand, je sais qu'il y a plusieurs éléments importants. Un autre élément important qui fait un peu peur, c'est qu'on parle de tout ce qui est plomberie et électricité. Parce que ce sont aussi des choses que dès qu'on y touche, boum, la facture augmente très, très vite. Fait que comment est-ce que est-ce que c'est important déjà d'inspecter ça? Est-ce que vous inspectez ça et c'est ça, en fait. Je te dirais la plomberie, ben, tous les facteurs sont importants parce que la plomberie, qu'est-ce qui amène, c'est l'infiltration d'eau. Souvent, les infiltrations d'eau, quand il y a des réparations, le monde répare ça à moitié.
Donc, il y a de l'eau qui est prise soit sur les planchers, dans les murs, ça crée de la moisissure, ainsi de suite. Tout ce qui a rapport à l'électricité, qu'est-ce qui arrive? C'est le feu, c'est la santé, il peut y avoir des mortalités. Donc, chaque chose est importante. Par rapport à notre travail, nous, c'est sûr que ce soit, on n'a pas le droit d'ouvrir les murs, on vérifie la pression d'eau, on a certains appareils, des hygromètres, tout ça, même caméra thermique pour vérifier le taux d'humidité, voir s'il y a eu des humidités. Il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser pour nous amener à certaines conclusions. Par rapport à l'électricité, bon, exemple, Christelle, tu l'as mentionné, la bâtisse que tu as, le panneau a dû être remplacé. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être décelé lors de l'inspection? Peut-être oui, peut-être non. Mais, exemple, si c'est un panneau à fusible, ça, c'est sûr, c'est mentionné au rapport. Le type de filage. Si on voit, il y a plusieurs choses des prises qui ne sont pas mises à la terre. Il y a plusieurs indices qui peuvent t'amener pour avoir certaines préventions lors de l'inspection. On ne va pas te dire, OK, oui, voici ça, 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 mais voici tel critère par rapport à la tuyauterie, tel type de tuyauterie, la pression d'eau. Exemple, tu achètes un duplex dans le vieux Terrebonne ou dans le vieux Québec, dans le vieux Montréal, sur le plateau. Tout ce qui est vieux, tout ce qui est en plomb. L'autre jour, j'étais dans un visite sanitaire, tu vois, il y a une bonne partie qui a été changée, l'autre partie qui n'a pas été changée, puis j'ai montré ça au client, la rouille, comment c'était rouillé. J'ai dit, mais le client me pose une question, mais est-ce que ça va durer jusqu'à quand? Est-ce que je peux t'offrir? J'ai dit, regarde, moi, je suis de nature qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mhm. Peut-être ça fait le client te dit, ça fait 5 ans, c'est comme ça. Toi, tu arrives, tu déménages, le lendemain, 5 minutes après, ça pète. Mon devoir, Mhm. c'est d'en informer. Si le client te dit, ah non, tout était beau, oui, tout est beau en ce moment, mais demain, c'est différent. C'est comme la toiture, tu peux avoir certains problèmes de bardeau, mais c'est Dame Nature qui décide. Regarde, en une Mhm. semaine, on a 4 saisons, mais ça, c'est néfaste sur la maison. Mhm. Gel, dégel, toutes sortes de choses peuvent arriver. C'est pas nous qui décidons, c'est pas l'ancien propriétaire qui décide. On ne sait pas quand ça va arriver. Donc, Oui. notre Mhm. travail, c'est vraiment avertir le client, voici qu'est-ce qui arrive. Puis, comme je l'ai mentionné, tout est important. À un moment Oui. donné, tu regardes, tu as un budget, puis quand tu achètes une maison, puis je pense que les courtiers, que ce soit immobilier ou hypothécaire, le disent au client, il y a un budget à faire, voici d'aller par priorité. Mhm. Ouais. Définitivement. Tu as parlé Mhm. de vide sanitaire. Mhm. J'ai une question ici dans le chat qui dit les caves de service, comment faites-vous pour inspecter? Ah, ça, je vais être honnête avec vous. Euh, Et déjà, peut-être nous expliquer, hein, c'est pas tout le monde qui connaît le bâtiment. Oh non, c'est Vide correct. Mhm. sanitaire, c'est quoi? Cave de service, c'est quoi? Pardon, pour les Oh, néophytes. OK, oui, désolé. Moi, j'allais donner mon état d'âme, mais vas-y, vas-y, vas-y. OK. Mais en réalité, le vide sanitaire, c'est comme votre sous-sol. C'est simplement OK que c'est pas une hauteur légale pour pouvoir habiter, donc créer des logements. Donc, Mm. des fois, il y a du monde qui ont un vide sanitaire puis ils le savent pas parce qu'en réalité, dès que c'est plus bas que 6 pieds, on va se dire que c'est un vide sanitaire. Donc, des fois, vous avez un sous-sol. Si vous mettez pas de plafond, votre tête passe tout juste en bas des solides. Vous dites, j'ai un sous-sol, non, vous avez un vide sanitaire. Dans le fond, le vide sanitaire, pourquoi on l'appelle comme ça? C'est parce que dans le fond, c'est un espace qui est créé pour séparer votre structure du sol. OK? Donc, c'est Mm. vraiment juste de là que vient le nom. Ouais, Donc, pour inspecter un vide sanitaire, comme Mm. je l'ai mentionné, des fois, on peut se promener là-dedans, puis on est debout. Puis à d'autres moments, il faut ramper en dessous de ouais, la section du sol. Ça va dépendre de la hauteur qui est exact. disponible pour y accéder. Puis OK. souvent, les vides sanitaires, c'est sur les vieilles bâtisses. C'est de la terre battue, c'est la tuyauterie qui coule, c'est des toiles d'araignée, ça peut être des rats, ça peut être des souris. Et c'est très rare, comme je Plus c'est dis, des raies, des souris, on est- c'est cute. Tu peux avoir des gros animaux comme des ratons, dépendamment. tu vois de tout. Et puis quand tu vas là-bas, tu es habillé en conséquence. Et souvent, je ne veux pas dire c'est rare, mais c'est rare, tu vas avoir un vide sanitaire qui est en bonne condition à 100%. Dès qu'il y a un Mm. vide sanitaire, c'est sûr que tu passes pas 5 minutes dans le vide sanitaire. Tu passes beaucoup de temps. Vraiment, on regarde tous les raccoins, tout ce qui est côté isolation, les fuites d'eau. Donc, il y a beaucoup de choses. La structure. Puis souvent, tu vas le voir, à moins qu'il y ait des travaux qui ont été faits, problème de poutre, problème de colonne. Donc, il y a souvent des recommandations face au vide sanitaire. Une OK. chose que j'aimerais faire une liaison, tout à l'heure, tu avais posé la question. Souvent, quand on va inspecter un bâtiment, on va aussi parler, mais l'année de construction du bâtiment. Selon l'année, il y a certaines choses qui vont être normales que tu vas devoir être fait. Par exemple, le panneau. Tu sais, selon la CMQ, le panneau doit être inspecté aux 5 ans pour un électricien, changé aux 25 ans. Euh, Dans le fond, ta toiture, dépendamment c'est quoi ton revêtement de la toiture, tu as aussi un durée de vie. La fondation. Généralement, on va dire qu'une fondation faite après les années 60, quand c'est en béton coulé de meilleure qualité que avant. Il y a beaucoup de choses qu'on va regarder par rapport aux années. Qu'on a un vide sanitaire d'un vieux bâtiment, souvent on va avoir
soit un mur de moellon, un mur de bloc de béton. Si on a un mur de moellon qu'on va dans le sanitaire, on va regarder, mais est-ce qu'ils l'ont isolé de l'intérieur? Est-ce qu'ils ont fait des travaux qui peuvent mettre en péril? Donc, là, je résume rapide. Je sais que même s'il vient de sortir pour pas tout dire, pas tout détailler le cursus d'un inspecteur de bâtiment, mais il y a énormément de choses qu'on inspecte. Puis, Ouais, dépendamment de l'année, il y a des choses qui se rajoutent encore plus. OK. Et la carte de service, c'est la même chose? la même chose. Moi, je te C'est la La même dirais, même chose. chose. OK, d'accord, c'est ça. moi, Je connais plus vite sanitaire, mais carte de service. moi, je te dirais, tu sais, comme cave de service, quand je dis ça aux clients, tu peux te promener. Exemple, OK, ton réservoir, tout ça. Dès que tu commences à remplir ou bien c'est en mauvais état, moi, je dis aux clients, ça, c'est vide sanitaire, là. OK, excellent. Et puis, ma réaction que j'avais tantôt, c'est parce que moi, dès que je vois un vide sanitaire dans une inspection, malheureusement, maintenant, ça fait beaucoup d'années que je fais ça. C'est rare que il y a quelqu'un de l'équipe qui va faire l'inspection. Ah oui? Puis, tout le monde le sait. Oui. J'ai Mhm. une question ici. Attendez, je vais essayer de résumer. J'ai une amie qui a, ben, enfin, la personne dit, j'ai une amie qui a acheté la maison, ça fait 3 ans, mais chaque fois qu'il pleut, le terrain inonde dans tout le jardin et parfois le sous-sol, ils sont obligés de drainer l'eau à l'extérieur. Dans ce cas, est-ce la faute du vendeur? Est-ce que c'est la faute de l'inspecteur qui n'a pas examiné le terrain? Ben, peut-être l'inspecteur l'a examiné, puis le client n'a pas lu, n'a pas porté attention. Oui, parce Il y a qu'il des y fois, a les pentes. des fois, Ça, je vois toujours les pentes. oui, oui. Ben oui. C'est ça, des Et fois, vous? examiner, c'est juste que la personne n'a pas pris ça au sérieux, parce que souvent, la personne est axée sur la maison. Puis dis-toi, l'inspection, c'est quelque chose d'émotif. Soit les clients sont stressés, qui te suivent, qui paniquent, ou il y en a qui sont tellement en amour avec la maison, tout ce que tu dis, ça rentre là, ça sort de là. Puis quand il te parle de pente de terrain, c'est un détail, mais qui est un détail qui amène beaucoup de problèmes. Ça m'arrive Oui. souvent à des clients, j'ai d'infiltration d'eau. Quand je regarde le rapport, première chose que je vais regarder, les pentes de terrain dans le rapport. Mhm. Deuxième chose que je fais, je demande aux clients, voici telle page, on avait parlé de pente de terrain. Est-ce que ça a été corrigé? Non. Là, quand tu arrives sur place, l'infiltration est exactement où ce qu'il y avait le problème. Oh. Ouais, Mhm. ouais, C'est ça, parce que c'est que parfois, les clients, on regarde, en fait, nous les femmes, on regarde la cuisine et la salle de bain, si c'est rénové, si exact. c'est beau, si c'est cute. On tombe en amour. Mais moi, j'ai appris à ne pas regarder ça. J'avoue que pour ma première maison, pour notre première maison, c'est ça. J'étais tombée en amour avec la cuisine. Malgré le fait que dans la salle de séjour, il y avait comme une petite. C'était pas droit un endroit, mais oh, moi, je m'en foutais. Et finalement, cette maison, on l'a même revendue un peu à perte. Mais bon, vous savez, les erreurs, les erreurs des Ouais, premiers achats. Mais justement, c'est ce que je dis toujours aux gens, je l'ai déjà dit une fois, le plus important, c'est tout ce qui se trouve à l'extérieur. En haut, en bas, toiture, Mhm. fissure, le tour et peut-être les pentes et tout ça. Parce que ce sont ces choses qui vont vous amener les problèmes les plus coûteux. Parce que changer une mhm. cuisine, là, de nos jours, ça, si tu es manuel avec un 10 000, tu changes ta cuisine, là. Ou Bah, 20 mais 000. puis même si tu n'aimes pas ta cuisine, elle est fonctionnelle. Mhm. Tandis que moi, Mhm. je mentionne toujours aux clients, les problèmes dans une maison, pour moi, c'est l'extérieur, le sous-sol, l'entretoit. Mhm. Le reste, Mhm. pour moi, c'est du maquillage. Ça peut te fonctionner. Si tu as un problème à l'extérieur, c'est des infiltrations d'eau, toutes sortes de choses, et ça va endommager l'intérieur. Le sous-sol, dis toujours que le cœur d'une maison, c'est le sous-sol. Tout ce qui est panneau électrique, réservoir, tout ce qui est drainage, son de pompe, clapet anti-retour. Et tu arrives dans l'entretoit, là, je dis toujours, c'est la cerise sur le sundae. La maison peut être belle, tout peut être beau. Tu arrives dans l'entretoit, tout va mal. La vermiculite, Mhm. Ouais. la maison a déjà pris feu, tout a été rénové, sauf dans Sauf. l'entretoit. Problème d'isolation, problème de fongique. Nomme-les. Mais Ouais. Mhm. Ça aussi, je l'ai l'intérieur, eu. ben, c'est ça. Mais On a dû l'intérieur, refaire l'entretoit. Il y avait de la ah, moisissure. Et pourtant, la maison était belle rénovée, hein. Belle oui, rénovée, mais exactement. entretoit Mais pourri. généralement, les endroits où le monde vont moins souvent, c'est là que tu vas découvrir le plus de choses. Donc, exemple, dans le vide sanitaire, encore une fois, la partie préférée de Steven. Oui. Euh, ben, Uh-huh. souvent, si, admettons, justement, il y a eu un sinistre, ben, c'est là que tu vas retrouver certains signes de sinistre, l'entre-toi, la même chose. Pour revenir à la question de la personne qui a l'infiltration d'eau, des fois, ça peut aussi que ce soit un problème du quartier, parce qu'il y a des zones, OK, qui sont reconnues pour des zones inondables. Exact. Donc, c'est juste l'eau qui va dans le sous-sol. Pour moi, c'est malheureusement c'est pas assez pour donner un diagnostic parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent arriver. Est-ce que c'est la fondation? Ouais. Est-ce que c'est quoi l'année de la fondation? Est-ce qu'il y a le trait français qui est installé? Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'il y a la végétation autour de la fondation? Est-ce que on est proche d'un cours d'eau? Il y a trop de choses que pour malheureusement dire en un coup oui ou non, c'est quoi la situation. Mais normalement,
tout ce que je viens de citer, c'est des choses que l'inspecteur aurait pu mettre en lumière. Mhm. Oui. Autre partage d'expérience, une belle inondation dans mon sous-sol alors que j'attendais mon deuxième enfant. Wow. Ah, mais J'assure, on Christelle, tu peux apprend. devenir inspecteur de bâtiment, t'as tout vu. Non, j'ai pas, Wow. je suis sûre que j'ai pas encore tout vu. J'ai tout chez moi de ne pas tout voir. J'ai pas besoin de tout voir. Please, please. Mais vous savez d'où ça venait l'inondation? À cause d'une fenêtre, une vieille fenêtre. OK. Au Mhm. Oui, sous-sol? oui, une fenêtre au sous-sol. Il n'y avait pas de margelle. Bref, à cause de la fenêtre. Et on a dû OK. changer la fenêtre, on a tout. Mhm. Mais en pleine grossesse, j'ai dû aller détruire parce que ça coulait. On ne savait pas d'où ça coulait. Le sol était inondé. Il fallait que je casse. Mon mari était au travail. Il fallait que je casse pour Wow. voir d'où ça sort. Bref, c'était Euh, drôle. Ça, c'est le fun. Avec les enfants, c'est amusé à détruire le mur. Wow. Donc, c'est ça. J'ai une autre question ici une personne qui demande après la signature chez le notaire et après l'inspection, on constate un mur gonflé, par exemple, que faire? J'ai pas compris la question, excuse-moi. Ils ont fini de signer chez le notaire, donc le notaire est fini, l'inspection aussi est finie. On constate qu'il y a un mur qui est gonflé. Elle se demande qu'est-ce qu'elle fait. Et moi, j'allais dire, tu prends un marteau et tu brises, comme moi, je l'ai. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais ça n'avait pas été décelé lors de l'inspection? Non, je sais pas. Il n'y a J'imagine pas qu'il y a plus de plusieurs questions. détails. OK. Ouais. C'est sûr, il y a plusieurs choses à vérifier. Est-ce que ça avait été décelé lors de l'inspection? Prendre le temps de lire le rapport. Comme je te dis, beaucoup de monde ne lise pas le rapport, mais est-ce que si ça a été décelé lors de l'inspection, malheureusement, Elle dit non, hmm, ça n'a pas été décelé lors de l'inspection. ah, OK, là, mhm. les recours sont envers l'inspecteur. Puis là, j'imagine les délais, c'est sûr que, car je ne sais pas c'est quoi les délais lors de l'inspection versus non. Est-ce que c'était en hiver? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas voir? Il y a plusieurs choses à vérifier. Par Mhm. contre, Mais si c'était là avant, l'inspecteur aurait dû voir ça. Mais chose également que je recommanderais de regarder également dans cette zone-là, voir, mais est-ce que l'inspecteur n'a pas parlé d'un problème de drainage à, mettons, pente négative? Ben, ça se peut que le mur, c'est une conséquence et non une cause. Exact. Donc, Voilà, une si, conséquence. admettons, il y avait une pente négative, une fissure dans le coin, une fenêtre trop proche, ou n'importe quoi qui disait, écoute, il y a quelque chose de pas normal qui se produit à ce niveau-là, le mur qui gondole, malheureusement, c'est pas le fun, mais c'est quand même une conséquence d'une cause que peut-être la cause a été relevée. Mhm. Il faudrait analyser le rapport. Moi, je conseillerais de communiquer avec l'inspecteur directement Mhm. parce que c'est lui qui sait qu'est-ce qui a été analysé et tout, puis pouvoir relire également le rapport. Et de là, si c'est quelque chose qui n'a pas été décelé, puis c'était quelque chose qui était présent pendant l'inspection, encore une fois, c'est la faute de l'inspecteur. Si c'est quelque chose qui s'est déclaré plus tard, là, c'est un peu plus compliqué. Là, ça dépasse mes capacités, mais on s'en va plus avec les avocats. Oui, le légal. C'est ça que je me demandais pour elle, c'est quoi la première action à prendre? Parce que quand on est comme ça, on est comme, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le mur, je fais quoi? J'appelle l'inspecteur, j'appelle le vendeur, j'appelle qui? Je fais quoi en fait? C'est l'action que beaucoup de personnes se posent. Parce que moi, quand j'ai eu mon premier dégât, je me demandais, et j'appelle qui? Ouais. Mais moi, je dirais, Hmm. avant d'appeler, souvent, le monde ne lise pas. Je sais que je mets beaucoup d'emphase là-dessus, mais ça va éviter à beaucoup de perte de temps et puis peut-être perte d'argent. Puis quand je dis de lire, c'est lire le rapport. Puis par Mhm. la Mhm. suite, c'est pas lire le rapport par section seulement, la section où tu as le problème. Prendre le temps de lire le rapport aussi pour voir les limitations, c'était quoi, le secteur, comme je l'ai mentionné. Puis après ça, là, tu peux aller par élimination. Parce que si tout de suite, tu t'appelles telle personne, premièrement, c'est du temps que tu perds. Un ami peut te dire, ah, fais venir un inspecteur, fais venir un ingénieur, fais venir un électricien. Mais si Mhm. tout avait été lu, là, ta compréhension a été différente. Là, tu aurais su vers où te OK. guider. Oh, je comprends Mhm. Ouais. maintenant. Parce qu'on se demande, on appelle quel professionnel, mais en fait, ça Ouais. peut nous guider aussi. Ça peut nous OK, guider, et puis c'est... tu y vas par élimination. Puis, dites-vous, moi, je mentionne toujours, oui, l'inspecteur est là, mais le courtier immobilier, c'est comme ton père ou ta mère. Le courtier immobilier te fait acheter la maison, mais te guide. Telle chose, va tel droit. Souvent, malheureusement, n'importe quel problème qu'on a, appelle ton inspecteur. J'entends ça tout le temps. Ça même par rapport avec nous, depuis ça rapport à la maison, appelle l'inspecteur, appelle l'inspecteur, appelle l'inspecteur. Mais Mhm. avant d'appeler l'inspecteur, lis le rapport, lis le rapport, lis le rapport. OK, je vois, je Ouais. vois. Parce qu'en même Le temps, tu perds ton rapport. temps. Oui, tu perds ton temps, mais tu prends notre temps aussi. Ah, On c'est profite, vrai ouais. Tu ça. prends notre temps aussi, oui. Mhm. Fait que le prochain rapport que vous avez là de 200 pages, on le met sur la table du chevet et on lit ça avant de dormir. Ouais. Moi, je le Juste. vois comme la maison a coûté 500 000, 800 000, 1 million, 2, 3, 4 millions. Le rapport de 100 pages, c'est rien versus. Ouais. Hein? Ouais. Non, ben, c'est vrai.
Définitivement. Donc, j'ai une question d'une personne qui dit, euh, enfin, la personne demandait quel est le meilleur moment en termes de saison pour inspecter. Ça, je pense qu'on y a répondu. Il n'y a pas vraiment de meilleur moment. J'ai une autre question qui dit quelle est la différence entre l'inspection commandée par la banque et celle commandée par l'acheteur. Bon, Je un petit pense élément de qu'on réponse, mais bon. je pense qu'on mélange l'inspection avec l'évaluation. Évaluation, L'évaluation, c'est évaluation ça. exacte. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez connu. Généralement, la banque va demander tout simplement le rapport. Puis, si c'est une évaluation, ils vont peut-être envoyer leur propre évaluateur pour s'assurer si le prêt concorde avec la valeur du bâtiment. Mais ça, je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que ça, c'est plus ça qu'on Oui. pourra en parler même. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais que j'ai un petit élément de réponse, mais je me doutais un peu que peut-être la dame veut dire l'évaluation commandée par la banque, parce que la banque ne... J'ai jamais vu une banque commander une inspection, en tout cas. Et c'est ça. Et en général, même la banque ne demande pas le rapport d'inspection. Si une banque te demande ton Ça, rapport ça d'inspection, peut arriver. oui, Mais ça, Ça va arriver? j'ai dit en la, la- général. OK, la Mais maison est problématique. oui, en général, elle ne demande pas. Et quand ça arrive, sache qu'il y a beaucoup de chances que ton financement tombe. C'est Parce vrai. que c'est rare d'avoir une maison. Déjà, si la maison est, s'il y a suffisamment d'éléments rouges pour que la banque demande le rapport d'inspection, c'est que vraiment le rapport d'inspection ne sera pas si bon. D'accord? Et donc, si elle demande et qu'elle a ça sur son bureau, ouf, j'ai une transaction qui est a tombé à cause du rapport d'inspection, mais ça, Ouais. on le savait. On savait que OK. ça allait tomber à cause de ça. Et donc, avant d'envoyer le rapport d'inspection à la banque, on a demandé 3 fois à l'acheteur, est-ce que tu veux vraiment, parce que l'acheteur négocie une baisse de prix. Fait qu'on a demandé, est-ce que tu veux vraiment négocier ta baisse de prix? Il dit oui. Tu la veux vraiment? Oui. Et c'est une grosse baisse de prix. Fait que la banque nous demande pourquoi il négocie une aussi grosse baisse de prix et elle est accordée. C'est qu'il doit y avoir des problèmes dans le bâtiment. Et ils demandent le rapport d'inspection, ils voient, ils sont comme, oublie ça, financement Wow. tombé. Allô? J'ai une anecdote par rapport à ça. J'ai déjà eu un client qui a acheté un 8 logements et puis c'est un membre de l'équipe, mon partenaire qui a été. Puis il m'a dit, Steven, il faut que l'inspecteur trouve le maximum de choses. Puis c'est vrai, il y avait beaucoup de choses. J'ai dit, mon ami, on est là pour ça. C'est pour que la maison soit bonne ou pas bonne. Notre job est pour ça. Après l'inspection, il m'appelle, il me dit, oh, l'inspecteur a fait une bonne job. 2 jours après, il me rappelle, il a fait une trop bonne job. Parce que, parce que lui, exactement comme ça, il a pu descendre le prix, Le mais prix, la banque s'est demandé pourquoi, ils veulent voir le rapport. Oh, oublie ça. oublie, oublie, Mhm. Oui, oublie. oui, 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 C'est ça, en fait, il faut jauger, il faut jauger. Et oui. Oui. moi, je tâte le terrain là. Surtout quand je sais que l'état de la maison n'est pas bonne, je Mhm. tâte le terrain avec les prêteurs. Je lui demande, je lui dis d'avance, verbalement, voilà ma situation. Voici l'immeuble, voici ce qui a été détecté. Est-ce que tu vas me demander le rapport? S'il me Mhm. dit oui, je vais te demander. Je passe à la banque suivante parce que lui, là, je sais que mon rapport va tuer le financement. Exact. Donc, c'est ça. Et l'évaluateur agréé, c'est justement la personne que la banque va mandater pour aller vérifier la valeur marchande Mhm. agréée de la maison. Donc, il ne regarde pas tout ce qu'un inspecteur en bâtiment va regarder. Lui, il est là pour le cash, le financement. Est-ce que ce que tu achètes à 500 000, ça vaut 500 000? Et Exact. souvent, quand ça ne vaut pas 500 000, mettons, ça vaut 490 000, elle va te dire, OK, je te finance sur 490 000 et le 10 000 supplémentaire, c'est toi qui le mets de ta poche. Mhm. D'accord? Ça, c'est important à savoir. Donc, je sais que, est-ce que vous nous accordez encore quelques minutes? Je sais on vient de passer 1 heure, mais c'est tellement intéressant. Les gens ont des questions. Mhm. Tout le monde pose beaucoup de questions. OK. Oui, vous nous accordez quelques minutes, s'il vous plaît, nos kings. Bien sûr. Bon. Dit comme ça, c'est sûr. Ah, merci, merci. Donc, j'avais une question concernant les constructions neuves. Je sais que Jude, Mhm. tu as dit que tu en fais beaucoup. Est-ce que c'est pertinent d'inspecter quelque chose qu'on vient juste de construire? C'est tout neuf, ça sent bon, ça sent le gyps, ça sent la peinture. Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver de mauvais? Parfait. Pour la construction neuve, c'est très important parce que, veut pas, j'ai déjà vu une interview que Steven avait fait dernièrement, puis il va dire que c'est l'humain qui fait la construction, puis l'humain n'est pas parfait. Fait qu'il peut y avoir des erreurs qui se glissent, puis j'aime beaucoup qu'est-ce qu'il a dit, c'est pour ça que je me suis permis de le reprendre. C'est très important d'inspecter une construction neuve pour plusieurs raisons. C'est que souvent, on va vous dire que vous avez une garantie de 5 ans, mais la garantie de 5 ans ne couvre pas 100% tout. Par exemple, je vais donner quelque chose d'aussi banal. Juste la finition intérieure, elle est garantie 48 heures. Donc, si on ne prête Ah, pas ça, je savais pas attention à la ça. finition Attends, répète, intérieure, répète un peu de ce gomme. La finition oui, la finition intérieure intérieure est est garantie 48 garantie. heures. La finition intérieure, donc les murs de gyps qui sont si bons, le plancher,
ces éléments-là, en dedans de 48 heures, la garantie est finie à ce niveau-là. Plus que le OK. temps avance, plus qu'il y a d'éléments qui sont retirés. Puis en réalité, le 5 ans, prenez-le comme une garantie de véhicule. Quand votre véhicule est garanti 6 ans, c'est le moteur et transmission qui est garanti, mais les freins, eux autres, sont peut-être partis après les 2, 3 premières années. C'est un petit peu la même chose pour les garanties neuves. Certains éléments vont partir très rapidement, donc c'est pour ça qu'on veut s'assurer que dès le jour 1, ça soit correct. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, souvent, qu'est-ce que Stevens a dit, c'est que quand on va acheter notre bâtiment, on est très dans l'émotion. Puis pendant l'inspection pré-réception, souvent, on va regarder à la maison, OK, finalement, OK, c'est la maison que j'avais achetée, c'est complété, ben voilà les équipements et tout. Mais des fois, on va pas faire attention aux vides de construction. Par exemple, pendant l'inspection pré-réception, c'est pas tout le monde qui va aller dans l'entretoit. Mhm. Des fois, on va trouver des surprises dans l'entretoit. Puis souvent, dites-vous que la plupart des déficiences qu'on trouve dans un bâtiment, soit que c'est de l'usure, soit c'était là depuis la construction. Mhm. Ça m'est déjà arrivé d'inspecter un bâtiment qui en 2000. Ça, c'était au début de 2020. J'avais inspecté un bâtiment en 2016. Le bâtiment était neuf techniquement. Puis, il n'y avait pas d'isolant dans l'entretoit. Ça, c'est flagramment un problème qui était depuis la construction. Et c'est l'humain, comme je dis, c'est l'humain qui construit, donc ça se peut se n'oublie. Parce qu'il oublie de Ouais. mettre l'isolant dans la construction. Au Non, Québec, mais sérieux? on en voit des choses. Ça peut Hey paraître banal, boy. mais on en voit énormément de choses. J'ai inspecté dernièrement un bâtiment à Châteauguay. Je ne veux pas non plus dire trop d'informations parce que je veux pas non plus mettre en lumière qui était le constructeur. Mais à la fin de mon inspection, j'ai dit à la personne que il y a plusieurs risques d'infiltration d'eau dans le bâtiment, comment c'était fait. Il me disait que j'étais Oh. malade mental parce que c'est une construction neuve. J'ai inspecté le vendredi. Le samedi, mon courriel était en CC. Mon client qui était fâché contre le constructeur parce que, comme de fait, il y a eu une petite fonte de neige, puis il se retrouve avec une piscine dans son sous-sol. Ah, c'est ça. Donc, tu n'as même pas encore habité dans ton bâtiment, tu as déjà dégâts d'eau à déclarer lorsque tu vas vouloir vendre ton bâtiment. Ensuite, il y a eu d'autres problèmes sont suivis. Donc, j'ai été longtemps lié à ce dossier-là parce qu'il y avait plusieurs choses que j'avais mentionnées. J'ai même pas le temps de quitter la bâtiment carrément. Je suis déjà dans des courriers parce que, effectivement, les problèmes que j'avais notés, ils étaient là. Mhm. En réalité, si je peux le dire comme ça, une inspection de bâtiment, c'est comme une assurance. Vous le payez, puis il n'y a pas de problème, vous êtes content qu'il n'y a pas de problème, mais le jour qu'il y a un problème, vous voulez l'avoir eu, Exact, l'inspection. exact. Mhm. Puis souvent, je mentionne aux clients, quand nos clients nous appellent pour une maison neuve, première question que je leur pose, c'est quand ils signent chez le notaire. S'ils me disent la même journée ou le lendemain, je dis toujours de repousser la date. Ouais, parce que Mhm. arriver à l'inspection, c'est sûr, il n'y a rien de parfait. Il va y avoir des choses. Donc, le temps que le contracteur puisse corriger, parce que ce qui arrive, c'est pas méchant contre les contracteurs, mais il y en a souvent, d'un coup, qu'ils ont passé chez le notaire, leur argent est dans leur poche. Là, il faut que tu cours après eux pour réparer leurs Mhm. problèmes. Mhm. Tandis que si eux autres, ils ont une date et puis le notaire est dans 1 ou 2 semaines suivant la remise des clés. Là, ils vont s'arranger rapidement pour régler le problème parce que c'est plate quand tu achètes une maison neuve, tu as dépensé un montant de fou. Là, tu es obligé de courir après le contacteur pour arranger des choses minimes, pour le Sénat, pour toutes sortes de stupidités. C'est pour ça que la première chose que je pose, c'est quand la signature chez le notaire, c'est demain ou cet après-midi, repousse. Oh, je ne peux pas, repousse. Mhm. Ouais. Définitivement. Oh, wow. OK. Intéressant, intéressant. Donc, Puis, posez vos questions. On dira à la fin de l'entrevue. Oui, vas-y, désolé. Puis, qu'est-ce que Jude mentionnait quand elle a été dans l'entretoit, il n'y a pas d'isolation. Fait que, imagine cette personne-là, combien d'argent qu'elle a dépensé aux frais d'électricité, toutes les pertes de chaleur. Mhm. Ça faisait combien de temps? 2 ans, 3 ans. Fait que pendant 2, 3 hivers, elle chauffe l'extérieur. Elle Ouais. chauffe l'extérieur. Fait que, un C'est problème, fou. peut-être visuellement, elle ne voit pas, mais elle se demande pourquoi ces factures d'électricité sont aussi Bon, exorbitantes. c'est élevé. Ouais. Mhm. Ouais. Tandis que si elle a payé un inspecteur, c'est 700, 800, 1000 $, ça a été fini. Là, peut-être elle paye 1000 $ par mois chez Hydro-Québec. Mhm. Ouais. Ouais, Et, définitivement. et la cour après le contracteur. Et que moi, j'aimerais savoir un peu quelles sont en gros là les recommandations ou les conseils que vous pouvez donner déjà aux vendeurs, d'accord? Et ensuite aux acheteurs, parce que le vendeur aussi, c'est une partie prenante très importante dans dans toute cette partie-là de l'inspection. Je sais que vous avez dit déclarer, vraiment déclarer les vraies affaires dans Mhm. la déclaration du vendeur, mais grosso modo, comment bien se préparer pour que l'inspection soit réussie? Moi, je dirais c'est que tout le monde, c'est un travail d'équipe.
Mm. Que ce soit que le vendeur, parce que le vendeur, il veut vendre, l'acheteur veut acheter, les courtiers, le courtier veut vendre, l'autre veut acheter. Tu sais, nous autres, on est là, puis c'est pas pour de l'argent. OK? Oui, c'est sûr, on gagne notre vie, mais il n'y a personne qui veut faire de l'argent à trouver des problèmes ou faire face à certains types de personnes. On est passionné de ça. Donc, s'il y a une harmonie avec tout le monde, le travail va se faire. Il y a une différence aussi quand tu fais une inspection, tout le monde est de mauvaise humeur, tout le monde se lance la balle. Puis même toi, l'atmosphère, ton travail n'est pas fait à ta pleine capacité. Quand il y a une harmonie, la déclaration du vendeur est bien remplie, il y a une inspection pré-vente, il y a une inspection, tout le monde, les factures sont là, la transaction se fait à merveille. Moi, Mhm. je pense que tout le monde travaille en harmonie, que ce soit vendeur, acheteur, la job de tout le monde doit se faire, tout le monde doit être payé. Même l'acheteur, oui, il va avoir des problèmes, comme on l'a mentionné, il n'y a aucune maison parfaite. Par contre, les problèmes qu'il va avoir, c'est en connaissance de cause. Mhm. Le vendeur, s'il y a eu des choses cachées, qu'il déclare. Vaut mieux que tu déclares que tu l'apprennes 2, 3 ans par la suite. Parce que dans la vie, malheureusement, tout se sait. Ce Mhm. vendeur, cet acheteur-là, il y aura des réparations à faire, des travaux, les murs vont s'ouvrir. Au bout de la ligne, il va voir il y a eu un vice, il va voir qu'il y a une infiltration d'eau. Mhm. Donc, si tout le monde dit la vérité, tout le monde travaille en harmonie, il n'y a pas un qui travaille contre l'autre, là, ça va être la plus belle transaction parce que dites-vous, l'achat d'une maison, c'est la transaction la plus importante au monde Oui, de, oui. de- de notre vie parce que c'est de l'argent, Ok. puis c'est pas de l'argent de nos poches. La majorité du monde, c'est un prêt avec des hauts taux d'intérêt. Christelle, tu le sais. Mhm. Mais venez chez moi, je vais vous donner des bateaux d'intérêt. Ouais. Instant Ouais. pub. Une belle pub, exact. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que je dirais? J'aime le côté collaboration, puis effectivement, ça vaut pas la peine d'essayer de cacher quelque chose parce que, un, ça va nuire à votre image, ça va même nuire à la transaction. Mhm. Puis deux, tu sais, je vais pas jouer le rôle du courtier, mais négocier une propriété qui a déjà eu une inspection qui a été faite puis que notre choc s'est retiré, c'est plus dur à la vente que si c'est, mettons, avec l'acheteur engagé qui sait déjà tout ce qui se passe avec le bâtiment, mais tout le monde sait qu'on est là pour les bonnes raisons. Donc, tu sais, Mhm. si l'acheteur sait déjà que, écoute, je vais donner un exemple banal, il sait que la toiture est à refaire, mais quand nous, on va arriver pour faire faire l'inspection de la toiture, on va dire, écoute, la toiture, je vois que tu as des bardeaux qui relèvent, ça va te mettre un choc. Donc, juste tout déclarer, tout dire les informations, ça va vraiment être mieux parce que ça va gagner du temps pour le vendeur parce qu'il y a des informations que tu vas cacher, qui va se découvrir à l'inspection, donc tu vas te perdre ton temps, de l'énergie, puis ça se peut même que tu te fasses mal. Mhm. Ben oui, ben Même oui. chose pour l'achat, que j'aime dire cette blague-là, que la maison se vende pas, ça change rien pour moi parce que moi, j'ai déjà été payé. Puis plus qu'on a une bonne relation, plus que c'est le fun, mieux que c'est pour tout le monde. Donc, c'est pas mon but d'être le méchant. Je suis pas bonhomme 7 heures qui vient détruire les rêves de tout le monde. Mais Exact. l'important, c'est que je protège le client, puis je le mentionne, voilà l'état du bâtiment réel. Ouais, Mhm. Donc, si l'information a été transmise, je ne fais que confirmer l'information en réalité. exact. Puis Mhm. juste, je suis sûr que tu l'as déjà vécu. Quand tu fais une inspection, puis il y a une harmonie entre tout le monde, tu ferais ça matin, midi, soir. Oh, je le ferai tout le temps. Je le C'est pas tout le ferai, temps, c'est exactement. agréable. C'est moins lourd parce que quand tu as fini de faire une inspection, puis c'est lourd pour tout le monde, c'est comme une rivalité. Après l'inspection, tu arrives dans ton auto, tu es comme, oh, Ah, c'est L'énergie. ça. énergie. Même à la rédaction du rapport, c'est plus dur. Tandis que quand il y a une bonne énergie, puis bonne inspection ne veut pas dire que la maison n'a rien. C'est juste que, comme je l'ai mentionné, c'est la synergie avec tout le monde. Ça, c'est Mhm. une Mhm. belle inspection. On s'est amusé, on a ri, on a dit les bonnes choses, mauvaises choses. Qu'est-ce qui se passe? Voici la solution, voici le problème. Ça, c'est une belle inspection. Ouais. Mhm. Nice, nice, c'est bon. Et je vais terminer sur ces deux petites questions. Une, c'est comment inspecter les toits cathédrales? Il n'y a pas de grenier. Et l'autre, c'est est-ce que les frais d'inspection sont déductibles d'impôts? Mais je pense qu'on va commencer par les toits cathédrales. Est-ce que vous inspectez ça? Comment on fait? Il y a certaines maisons, comme les maisons, il y a des maisons canadiennes avec des cathédrales, il y a certains accès, des fois, aux garde-robes, aux extrémités. C'est sûr, Mhm. c'est pas comme un toit typique, mais il y a certains accès que tu peux voir l'isolation. Mhm. Mhm. Puis, par rapport aux déductibles d'impôts, bon, ça, c'est plus Christelle je peux Ah répondre, non, mais Christelle. je pense que je vais compléter la question. Est-ce que les frais Ah, ok. d'inspection sont déductibles d'impôts si on n'achète pas la bâtisse finalement? Si on achète la bâtisse, je sais que c'est déductible d'impôts. Oui, si on achète la bâtisse, ça fait partie des frais de démarrage, ça c'est déductible d'impôts. Mais si on n'achète pas la bâtisse, je Wow. pense que ça, j'ai eu une entrevue avec Rudy Soxipé. Son entreprise, c'est OK. Indice Comptable CPA.
Moi, je Mhm. vais vous laisser les liens là. Vous pouvez prendre contact avec lui pour qu'il puisse répondre à toutes ces questions. Vous savez, chaque personne est spécialiste dans son domaine, right? Moi, financement, Jude et Stevens, inspection, chaque personne est dans son couloir. Donc, c'est important d'avoir les bonnes informations. Donc, c'est ça. Si on n'a pas la réponse ici, vous pouvez prendre contact avec Rudy ou votre comptable qui va pouvoir y répondre. J'ai pas la réponse pour la déduction d'impôts, mais pour revenir avec le toit cathédrale, ça va être niaiseux. Mais là, l'hiver, c'est notre meilleur allié parce que justement, c'est une mauvaise isolation. Il va y avoir des barrages de glace qui vont se créer sur la toiture. Exact. Donc ça va vraiment nous aider. Comme Steven l'a dit au début, euh, souvent le monde veut voir un inspecteur qui a je sais pas combien de gadgets. Puis souvent, là, c'est juste pour épater les clients. Il ne sait même pas Le comment les... drone de la caméra thermique et tout ça, on est content. Waouh! Non, mais c'est important que l'inspecteur comprenne le bâtiment, comprenne le contexte du bâtiment, donc l'année que ça a été construit, l'environnement, connaître Mhm, la ville, la situation. Dans le Ouais, fond, c'est vraiment important de tout connaître du bâtiment ainsi que le terrain où ce qu'il est, puis vous allez avoir un bon accompagnement. ouais, Parce que mhm, souvent, j'ai eu des cas, il y a du monde qui vont sortir la thermographie, ils vont te dire tel endroit, j'ai une infiltration d'eau, puis je vais dire à la personne c'est impossible, la personne me dit pourquoi, parce que je l'écoute, t'as ça, 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 ça. En réalité, la thermographie, ça mesure la différence de température. ouais, Il ouvre, il voit que c'est une plaque de métal. Puis c'est ça. il y oh, a des affaires comme ça que quand la personne ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait, ça peut amener à l'erreur. C'est un peu comme tout le monde a un tonton là, manuel qui a Ouais, déjà vu tel élément, puis il va donner des mauvais conseils. ouais, oh oui. Je le vois un peu comme ça. L'important, ouais, oui, les outils, qu'on l'utilise correctement, ça permet d'amener l'inspection à un autre niveau. Mais le plus important, c'est que il faut que l'inspecteur soit capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a. ouais. Mhm. Puis pour Définitivement. par rapport à la thermographie, il faut être certifié aussi. Moi, des fois, les clients Exactement. m'appellent parce que tu as ça, puis je leur dis, je ne veux pas dénigrer d'autres inspecteurs, d'autres amis, compétiteurs, mais il y a souvent des inspecteurs, c'est un show aussi qui donne. Mhm. Et j'aime qu'est-ce que Jules a dit, il faut comprendre ce que tu fais aussi. Fait Mhm, avant de mettre ton show inspecteur général avec tout ça, il faut comprendre le bâtiment, l'environnement, comprendre ton client, quel type de client, comment verbaliser. Puis des fois, le client, il te pose, il y a une liste de questions. Est-ce que tu as ci, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ci, est-ce que tu as ça? Mais lui-même, il ne sait même pas c'est quoi. C'est parce que c'est Mhm. son cousin, son collègue de travail qui lui a dit ça, mais il ne sait même pas c'est quoi. Il mhm. pose des questions, puis si tu lui dis non, non, ben OK, il a fini avec toi, ben, des fois, je me dis tant mieux, c'est pas un client que je veux travailler avec. Oui, oui, Mhm. oui. Ouais. Il ne sait même Parfois, pas c'est quoi. c'est comme partout, hein. C'est comme partout. Moi-même, parfois, les clients viennent dire, ah, tu sais, il y a tel taux, on m'a parlé de tel produit. Je suis comme, OK, mais selon ton profil, là, ça ne convient pas. Non, non, non. C'est ça. Il faut se En tout renseigner. cas, Faut se renseigner. Mhm. ouais, ben, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Je suis contente vraiment d'avoir eu cet échange avec vous. C'était très, très intéressant. J'aimerais que vous nous laissiez peut-être sur un mot de la fin, des conseils, bref, ce que vous voulez. Et n'oubliez pas de nous dire comment est-ce qu'on fait pour vous contacter. Je vais aussi demander à mon équipe de laisser vos coordonnées dans le chat, s'il vous plaît. Parfait. Mais un conseil, je sais pas, un mot de la fin. Le conseil que je vais donner, je le dis toujours, avant même de l'inspection, quand vous choisissez l'inspecteur, c'est un inspecteur connu et reconnu. Prenez la peine de parler à l'inspecteur. Puis souvent, dites-vous, les inspecteurs, on est sur le terrain. Souvent, il y a des clients qui vont m'appeler, je suis en inspection, je leur envoie un message. Quand je les rappelle, le client me répond, oh, j'ai pris le premier qui a répondu. Quand j'entends ça, au contraire, par référence, tu dis va 3, 4, mais prendre la peine à parler aux 3, 4 aux références, pas le premier qui a répondu. Parce que des fois, je me dis, mais peut-être le premier qui t'a répondu, il ne travaille pas. Il y a une raison pourquoi il ne travaille pas aussi. Mhm. Non, ben, c'est vrai. Ouais. Il y a raison, s'il ne travaille pas. Si on est dans une haute saison, puis il y en a un qui te répond tout de suite et puis le prix est dérisoire, il y a une raison pourquoi. Fait que ça, il faut faire attention. De la même façon, je dis de lire les rapports d'inspection, mais quand on vous donne des références, de contacter, de parler, communiquer avec les trois références. Puis à partir de là, tu peux faire ton choix. Le courtier qui te réfère quelqu'un, ce n'est pas pour le premier arrivé, premier servi. Non, tu prends, tu appelles des questions, exemple de rapport, n'importe quoi, mais voir aussi la chimie que tu as avec la personne. Puis d'un coup que Mhm, l'inspection est faite, c'est lire le rapport au complet. Parce que tu sauves ton temps, tu sauves le temps de ton courtier et tu sauves le temps de l'inspecteur. Parce que l'inspecteur, quand il est sur la route, tu lui poses une question. Lui, là, il fait des inspections chaque jour. Malheureusement, l'inspection qu'il a fait la semaine passée, il ne peut pas te répondre, il ne se rappelle pas. Il faut qu'il sait, quand le soir, il est chez lui, il regarde le rapport, là, tout revient. mhm. Des fois, le monde oublie ça. Mhm. Ouais. Oui.
En tout cas, merci beaucoup. Merci, Steven. Mhm. Moi, j'assume un petit peu. Euh, une inspection, souvent le monde va le voir comme une étape qui est une obligation, mais qui est, comment je peux dire ça, qui est une obligation que tu donnes de l'argent, puis c'est juste une dépense de plus, mais c'est vraiment important de quand tu magasines ton inspecteur, tu le magasines bien. Et bien magasiner ne veut pas dire prendre lui qui est le moins cher. Parce que souvent, pas cher coûte cher. Ça m'est déjà arrivé de faire des inspections après d'autres inspecteurs. Leurs rapports n'ont même pas la moitié de mes rapports, où il y a des éléments qui sont passés à côté, puis qu'à la fin, c'est des choses que ça fait mal parce que n'importe quelle réparation que tu as à faire le bâtiment, juste le prix d'une inspection, tu le récupères déjà automatiquement. Mhm. Donc, vraiment important, pour l'inspecteur, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer faire une inspection, faire un achat sans inspection. Je Ouh! le déconseille. Je le déconseille. Surtout les premiers acheteurs, c'est la pire chose. Même les Premier acheteurs acheteur, expérimentés. Même expérimenté, ouais. premier acheteur, sans inspection, sans courtier, je le déconseille à 100%. Vous êtes expérimenté, vous savez dans quoi vous embarquez, assumez les conséquences. Mais souvent, un premier acheteur ne comprend pas 100% les conséquences. Il pense, mais il ne sait pas à quel point c'est lourd parce que, mine de rien, pendant l'inspection, on va même en profiter pour vous dire, mais c'est quoi l'entretien d'un bâtiment? Il y a du monde, des fois, ils me regardent ahuri, juste le fait que je leur parle, mais il va falloir nettoyer les gouttières, soit vous engagez une équipe pour nettoyer les gouttières, ou vous le faisiez vous-même, dites, OK, attends, il faut que je nettoie les gouttières. Oui, parce que sinon, donc, c'est des affaires que, très important, l'inspection. Puis encore une fois, l'inspection, c'est pas seulement pour préacheter, on en parle beaucoup, c'est quelque chose qui est connu, mais c'est aussi pour être préventive. Une inspection avant de faire les travaux, après faire les travaux de rénovation, tout ça, ça peut Mhm. être très pertinent. Mhm. Suivi des travaux, donc, un inspecteur, c'est pas juste pour une transaction préachat que c'est utile vraiment. Prenez-le comme un médecin général de votre bâtiment. En Exact. tout temps qu'il y a des symptômes qui changent, c'est pertinent d'engager un inspecteur. Mhm. Un bilan de santé, comme on dit. Un Ouais, bilan de santé et Ouais. qui vaut la peine parce que franchement, ouais, des réparations et des travaux dans les bâtiments, là, c'est tellement coûteux. Tu touches un truc, on te dit $500, $2,000, cinq mille Ouais. dollars, ça monte tellement vite que ça vaut la peine de prendre des Ouais. inspecteurs. Et je sais que Puis, parfois, vous recommandez aussi des tests additionnels. Oui, ouais. vas-y, ouais. Steven. Non, j'allais dire, l'inspecteur ne va pas t'éviter ça, mais savoir où tu vis, Mhm, mhm, connaître l'état où tu vis. C'est comme ça, je l'ai mentionné tantôt. Comme j'ai ma conjointe, mais avant de la marier, je l'ai courtisée, j'ai appris à la connaître, mais au moins, je sais à quoi m'attendre. Je sais où ce que je suis, je sais où ce que je dors. Je sais où ce que je dors. Demain, il n'y a pas un risque d'infiltration d'eau. Je sais que demain, il n'y a pas un problème d'électricité. Je sais que demain, quand tu le sais, au moins tu prévois. Tu dis, OK, voici tel budget. Au lieu d'aller en vacances ce mois-ci, ben, l'argent va être pour réparer ça. mhm, Tu le sais. Ouais. mhm, mhm. Et parfois, ce que je disais, c'est que je sais que parfois, vous pouvez recommander des tests additionnels, comme Mhm. des tests d'air, des tests, je sais pas, de moisissure, ou des tests de pyrite, ou des tests additionnels, hein. Ça, je sais que ça existe beaucoup. Ou Oui, de recommander une expertise une additionnelle. expertise. Donc, Oui, c'est ça. dépendamment qu'est-ce qui a été décelé. Puis Oui. dis-toi, comme le monde ne veut pas payer souvent, puis ils veulent. Puis je ne sais pas pourquoi les maisons qui sont plus problématiques, les clients qui sont plus problématiques, mais c'est eux qui veulent moins payer aussi. Mhm. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Puis ça arrive toujours à l'inspecteur, à la fin de la transaction, ça tombe sur l'inspecteur. Ah. L'inspecteur, c'est je parle le quart de métier dans la transaction qui prend les restes. Mhm. Non, c'est vrai. Mais Oui, définitivement. ah oui. En tout cas, faites de vos inspecteurs des alliés, des partenaires pour pouvoir réussir votre transaction. Je tiens une fois de plus à remercier Stevens, Sarrazin et Jules Massillon pour votre temps, pour votre générosité. On a passé plus d'une heure ensemble et c'est bourré de conseils. Donc, je demande à tous ceux qui vont nous écouter en replay de partager. Vous aurez bientôt le lien disponible pour écouter via YouTube également. Donc, partagez l'information et sensibiliser au maximum les gens pour éviter des histoires d'horreur. Donc voilà, merci une fois de plus encore. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci à ceux qui ont posé les questions. Vous aurez toutes les informations de contact de Jude et de Stevens dans les commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter, à les appeler directement. Donc voilà, merci une fois de plus et on vous souhaite un bon après-midi et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition des entrevues de bâtisseurs d'impact. À très bientôt. Bye.